Salut, alors aujourd'hui, comme promis, on va attaquer un projet qu'on fera ensemble vraiment de bout en bout. Bon, je vais pas garder le suspense plus longtemps, ce que j'ai prévu de faire, c'est un four de soudure à refusion. Bon, je sais que c'est pas forcément très original, ça a déjà été fait, mais bon, au moins ça devrait faire consensus, et puis j'espère que ça intéressera la plupart d'entre vous. Bon, maintenant, si j'ai décidé de faire ça, c'est surtout parce que dans le labo, là, j'arrive à un stade où j'en ai vraiment, mais vraiment, vraiment besoin, quoi, hein. Pour que vous compreniez mon problème, en fait, quand je fabrique des cartes, bon, j'ai principalement deux méthodes pour faire ça. Quand je veux faire un proto rapidement, je fais les PCB moi-même, et puis ensuite je soude les composants à la main avec un fer à souder d'une manière tout à fait classique. Bon, ça donne des choses des fois un peu dégueulasses, pas très pro, mais au moins ça permet d'avoir quelque chose rapidement dans la demi-journée, hein. Donc ça pour les protos c'est absolument parfait. Maintenant quand je veux faire des choses plus professionnelles et plus fines, comme ce genre de petites cartes là. Alors, bon, vous voyez sûrement pas grand chose, mais je vous montrerai tout ça en détail tout à l'heure. Donc, quand je veux faire des choses un peu plus propres comme ça, j'ai une autre manière de faire, hein. Bon, je fais faire pardon, les PCB à l'extérieur, ensuite je place les composants, j'utilise de la pâte à souder, et pour souder, j'utilise la méthode par refusion, hein. Le souci, c'est que pour faire ça, aujourd'hui, je ne dispose que... j'ai qu'un fer à air chaud pour faire ça, en plus un fer à air chaud vraiment de très mauvaise qualité. Donc ça me pose pas mal de problèmes. Et bon, aujourd'hui, quand je veux faire ce genre de choses, j'ai quasiment une carte sur deux qui est foutue parce que j'arrive pas à faire une bonne soudure correcte, quoi. Il y a des composants qui sont cramés, d'autres qui n'ont pas encore commencé à souder. Donc j'ai vraiment un problème et il me faut absolument un four de soudure à refusion, hein. Ça, là c'est clair, je peux vraiment plus m'en passer, hein. Donc ce que je vous propose de faire pour commencer, c'est vous montrer un petit peu comment je fabrique ce genre de choses. Alors rapidement, hein, le but c'est pas de montrer la fabrication de A à Z d'une carte électronique, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je voudrais quand même vous montrer ma méthode de travail pour faire ça, de manière à ce que vous voyez vraiment à quelle étape de la fabrication j'ai des problèmes, et comme ça vous comprendrez vraiment pourquoi j'ai besoin d'un four de soudure à refusion, hein. Puis en même temps ça pourra vous donner quelques petites idées à vous aussi si vous voulez fabriquer des choses assez propres comme ça, hein. Ok, donc on va voir ça, c'est parti, on va fabriquer une petite carte comme ça ensemble. Alors bon, ça n'a pas grand intérêt, hein. C'est juste un driver de LED que j'avais fait pour un backlight d'écran LCD. Bon, je vais vous montrer ça, vous allez voir, on va en fabriquer une ensemble tout de suite. Alors voilà ce qu'on va essayer de fabriquer. Donc comme je vous disais, c'est un driver de LED, hein. Ça tourne autour d'un composant linéaire technologie ici qui fait du découpage. Là, ouais, il y a une inductance, il y a les capas de sortie. Ça se pilote par une commande PWM et ça sort aussi une sortie PWM mais de puissance cette fois-ci, pour régler tout simplement l'intensité lumineuse des LED, hein. Bon, on va pas détailler, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce qu'il faut observer là-dessus, c'est que c'est intéressant parce que ça représente quand même un défi à fabriquer. Si vous observez bien les composants, en tout cas la partie CMS, c'est ultra condensé. Alors, ne faites jamais ça, hein, à moins d'avoir une bonne raison. Si moi je l'ai fait, évidemment, c'est parce que j'en ai une. Je voulais tester les capacités de ma table de placement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une table de placement? On va voir ça juste après, hein, je vous en dis pas plus pour l'instant. Mais bon, voilà, j'avais quelque chose à tester, et c'est la raison pour laquelle j'ai condensé tous les composants, hein, au maximum, hein. On voit, c'en est même complètement ridicule, et ça devient même complètement débile. Là, si vous regardez les 4 boîtiers SOT23 qui sont ici, je les ai carrément en fait emboîtés les uns dans les autres, comme ça, pour les ramasser les uns sur les autres au maximum. Donc, bon, c'est complètement crétin, hein. Ne faites jamais ça sur une carte finie. Voilà, là, si j'ai fait ça, encore une fois, c'est parce que j'avais une bonne raison, je voulais faire un essai, hein. Donc, en même temps, c'est pour ça qu'on va prendre cette carte-là, ce sera un bon essai pour faire notre fabrication, hein. Ok, donc, comment on va fabriquer ça? Eh bien, la première étape, déjà, alors, je vais essayer de mettre ça comme ça pour qu'on voit bien, voilà. Donc la première étape, bien sûr, ça consiste à faire le PCB. Alors, bon, aujourd'hui en 2016, il faut vraiment pas vous en priver. Vous avez pléthore de fabricants sur internet qui vous feront des PCB comme ça d'une qualité professionnelle pour une somme
pour une somme modique. Hein. Si vous avez connu l'électronique dans les années 90, mais on n'aurait même pas osé rêver d'un truc comme ça, quoi. Et aujourd'hui, on peut l'avoir pour une somme tout à fait correcte. Donc vraiment là-dessus, il faut pas se priver. Hein. Bon, moi celui-ci, je crois que ça a été fait chez Eurocircuits. Alors bon, je fais pas de pub pour eux. Il se trouve que moi j'utilise Eurocircuits. Ce que j'aime bien, ils ont une espèce de logiciel en ligne là, qui permet de valider son design avant d'envoyer ça à la fabrication pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Et je trouve ce truc vraiment ultra pratique. Bon, maintenant, c'est pas les seuls, surtout qu'Eurocircuits, bon, c'est pas les moins chers, donc voilà, cherchez bien, vous aurez toutes les qualités à tous les prix, et vraiment, il faut profiter de ça. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez fabriquer des PCB, vous pouvez faire ça par un pro, avoir un PCB professionnel pour une somme tout à fait correcte, donc vraiment, il faut pas s'en priver. Hein. Ok, oui, un petit détail. Alors, vous voyez, il y a deux cartes là-dessus. Hein. C'est un ensemble de deux cartes. Donc là, vous avez celle-ci. Et ici, bon, c'est simplement une matrice de LED que j'ai rajoutée, puisque ça, c'est destiné à piloter des écrans LCD Mitsubishi qui valent une véritable fortune. Bon, le système final, c'était destiné à être embarqué sur un bateau. Hein, donc, évidemment, et en plus sur le pont, hein, en extérieur. Donc, il fallait un truc hyper robuste, forte luminosité, 12 pouces. Donc, vraiment un écran ultra haut de gamme. Et l'écran utilisé, alors attention, il y en a pour pièce entre 650 et 700 euros. Hein. Ah ouais, c'est pas de l'écran pour rigoler, ça vaut une véritable fortune. Donc bien sûr, il était absolument hors de question de raccorder ce proto directement sur l'écran. Hein. Beaucoup trop risqué. Donc c'est pour ça que j'ai simplement rajouté une petite matrice de LED là, hein, pour simuler le backlight de l'écran LCD, de manière à pouvoir tester ça tranquillement, sans suer à grosses gouttes. Hein. Ok, donc une fois qu'on a notre PCB, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, ça va consister à déposer de la pâte à braser sur toutes les pastilles. Et pour ça, alors là encore, j'ai récupéré un petit outil pour un prix tout à fait raisonnable, un petit outil qui est vraiment génial, un truc qui vient de chez Beta Layout. Je vais vous montrer ça, hein, parce que pour moi aussi, ça c'est un truc qui vaut le coup. Voilà l'outil que j'utilise pour déposer la pâte à braser. Alors, c'est un petit truc vraiment très pratique. Ça vient de chez eux, là, de chez Beta Layout. Donc ça, vous pouvez aller voir ça sur leur site, hein, beta-layout.com. Et vous trouverez cet outil pour 139 €, hein, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un prix tout à fait raisonnable. Alors, comment ça fonctionne? Bon, déjà, il y a une feuille magnétique qui est livrée avec, vous pouvez découper les petites cales, je vais vous montrer ça. Donc, pour déposer la pâte à braser avec cet outil, vous disposez votre carte. L'utilité de ma petite cale, voilà, je crois que vous avez compris, ça permet de tenir la carte bien en place. Hein, là, vous pouvez bouger, ça bouge plus du tout. Ensuite, il vous reste à prendre votre pochoir CMS. Alors, oui, je vous ai pas dit tout à l'heure, hein, évidemment, quand vous faites faire un PCB, bon, si vous voulez faire des choses fines, il vous faut absolument le pochoir CMS qui va avec. Hein. Bon, il y a certains sites qui vous l'offrent avec, donc ça c'est bien. C'est pas le cas chez Eurocircuits, malheureusement, c'est en supplément. Bon, voilà, hein, selon votre fournisseur, soit ce sera fourni avec ou ce sera en supplément. Mais bon, dans tous les cas, n'hésitez pas à le prendre. Hein. Donc ça fonctionne comme ça. Alors, on fait correspondre bien sûr le pochoir aux empreintes. Bon, là, je fais ça à peu près, hein, c'est juste pour la démo. Vous avez des petits aimants ultra puissants qui sont fournis avec. Ça vous permet de fixer le pochoir. Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à déposer la pâte. Alors l'intérêt, c'est que là, tout est parfaitement fixé, il n'y a rien qui bouge. Et en plus, si vous avez plusieurs cartes à faire, là par exemple, j'en ai une autre. Donc boum, vous tartinez de pâte à braser. Une fois que c'est prêt, vous enlevez la carte. Vous avez juste à mettre la suivante. Vous refermez et ça n'a pas bougé. Vous pouvez réenchaîner comme ça directement. Donc ça, c'est vraiment... moi, ce petit outil, vraiment, je l'apprécie beaucoup. Hein. Je vous conseille vraiment d'avoir un truc comme ça. C'est ultra pratique. Hein. Alors, on va déposer notre pâte à braser. Bon, je vais essayer cette fois-ci quand même d'ajuster ça un peu plus précisément. Les éléments fournis sont vraiment hyper puissants. Hop là! Voilà, ça c'est bon. Alors, on va placer ça nickel chrome. Alors là, excusez-moi, je vais peut-être passer devant la caméra, mais j'ai pas trop le choix. Allez, je vais me lever, on va faire ça de manière super fine. Toc, voilà, comme ça a l'air pas mal. Donc, on met ça en place.
Voilà, tout est ok. Je vérifie que ça bouge plus. D'accord. Alors, en pâte à braser, moi j'utilise ça, là, de la Loctite. Bon, ça vous en trouverez. Je prends ça chez Farnell, je crois, mais vous la trouverez partout. Oui, alors précision extrêmement importante, c'est de la pâte à braser avec plomb. Type SNPB 6040 ou 6238 ou un truc dans le genre, enfin bon, il y a du plomb. Je vous déconseille fortement la soudure sans plomb. Alors, si vous êtes amoureux de la nature, bon, moi j'aime bien la nature, j'habite à la campagne donc je suis assez sensible à ces choses-là. Mais bon là malheureusement, clairement chez vous en tant qu'amateur, c'est absolument impossible de travailler avec de la soudure sans plomb. Il faut savoir que même les professionnels les plus expérimentés ont des difficultés à travailler avec de la soudure sans plomb, donc espérez pas faire ça chez vous, c'est même pas la peine. Prenez de la soudure avec plomb absolument. Ok, alors on va ouvrir ça. C'est bien raide, c'est tout bon. Couteau à beurre, comme vous pouvez voir, des outils extrêmement sophistiqués. On va mélanger un petit peu tout ça de manière à ce que ce soit parfaitement homogène. C'est raide. Ok. Allez, on va faire une petite tartine en bout de carte comme ça. Top, voilà. Bon, on va pas en mettre plus, ça devrait être largement suffisant pour ce qu'on a à faire. Hop, ça c'est bon. Ensuite, moi je fais ça avec une spatule du bâtiment. Vraiment, je m'embête pas. Truc hyper simple. Allez, c'est parti, on badigeonne ça correctement. Un coup dans un sens. On va refaire un petit passage histoire d'être sûr. Hop. Hop. Et voilà. Et on va regarder tout de suite ce que ça donne. Donc vous voyez, le pochoir est hyper pratique, on peut l'ouvrir sans tout mascander, donc ça c'est vraiment bien. Et voilà ce qu'on obtient, un truc absolument nickel. Alors je vais essayer de vous zoomer ça quand même pour qu'on puisse voir ça correctement. Hop. Et voilà ce qu'on obtient. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est vraiment impeccable. Même là, mon composant, là, c'est au pad 0,65. J'ai bien une petite patte de soudure par empreinte. C'est vraiment nickel. Avec 3 fois rien, on peut faire du pad 0,5 et même du BGA avec ça, sans aucun problème. Donc là, pour le coup, c'est vraiment super. Je vous conseille vraiment d'avoir un petit outil comme ça. C'est hyper pratique et on peut faire des choses très précises. Alors, prochaine étape, il va falloir placer les composants sur les empreintes. Et donc là, vous allez voir, je me suis bricolé un petit truc aussi extrêmement pratique. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la table de placement. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Bon, avant de continuer, je voulais absolument vous montrer ça sous la loupe. C'est pour ça que l'image est un petit peu déformée. J'espère que vous voyez bien, mais je tenais absolument à vous montrer la qualité de dépose, la pâte à braser avec un truc comme ça, parce que c'est vraiment incroyable. Si vous observez mon empreinte, là, donc celle au pad de 0,65, j'espère que ce sera visible sur le rendu final. On voit bien que chaque pastille en fait a son petit dépôt de brasure. Ça fait pas un gros pâté partout. Là, vous avez bien un petit dépôt de brasure sur chaque pastille. Et je voulais vraiment vous montrer qu'on peut faire avec 3 fois rien des choses vraiment ultra précises et de qualité professionnelle. Donc là pour l'instant dans ma méthode de fabrication, je suis vraiment satisfait. C'est absolument nickel. Bon allez, je vous montre tout de suite la table de placement. Alors, voilà le bestiau. Comme vous pouvez voir, c'est assez imposant. Et puis attendez, vous ne l'avez pas entendu encore, mais ça fait un raffut du diable, c'est absolument terrible. Enfin. Donc, quel est le principe de ça ? Finalement, c'est relativement simple. Le but, c'est d'avoir un mouvement X, un mouvement Y et un mouvement Z, avec une petite aiguille au bout qui va aspirer les composants et qui va nous permettre de les déplacer de manière très précise et surtout sans trembler. Parce que le but de ça, c'est de poser son bras et pouvoir travailler comme ça en déplaçant les composants à l'aide des axes qui sont là, et ça permet d'amortir complètement les tremblements que vous pourriez avoir. Alors, je sais qu'il y a des gens qui font ça, qui déposent les composants CMS là, sur des cartes qui ont été brasées, avec des toutes petites pinces, ils prennent les composants un par un, ils les déposent.
moi je suis absolument incapable de faire ça, hein. Avec mes gros doigts qui tremblent, là, ça c'est pas fait pour moi. Donc c'est pour ça que ce truc c'est très pratique et ça me rend vraiment énormément de service, hein. Alors, comment ça fonctionne? Ici j'ai un boîtier avec une carte de commande qui me permet de piloter l'ensemble. Ici dans cette grosse boîte, on a toute la partie fluidique, hein, donc électrovanne, pompe, réservoir tampon, etc. Bon, ça c'est censé aller sous le bureau, hein, donc ça prend un petit peu moins de place quand même. Sur le bureau, vous gardez juste la table de placement, hein. Ensuite j'ai une petite pédale aussi, hein, qui me permet de commander l'aspiration. Donc, quand j'appuie, j'aspire mon composant. Quand je relâche, je vais faire cracher un petit peu d'air aussi. Ça évite que le composant reste collé au bout de l'aiguille. Bon, des fois il peut y avoir un petit peu de tension de surface, ça reste collé, donc vous traînez ça sur toute la carte et ça vous fait voler de l'abrasure un peu partout. Donc le fait de pousser un petit peu d'air pour bien déposer le composant, ça permet de gagner encore en précision. Alors je vais vous l'allumer. Bouchez-vous les oreilles, je vous aurais prévenu, hein. Alors on a l'impression qu'il va décoller, hein, carrément. Alors, ça fait un raffut du diable, hein. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais enfin moi en tout cas à côté, j'en prends plein les oreilles. Alors pourquoi ça fait autant de bruit? Vous allez me dire, ouais, mais le con le mec, il aurait pu faire un truc quand même moins bruyant. Et vous avez tout à fait raison. Maintenant bon, il se trouve qu'en stock, j'aime quelques composants fluidiques. Des gros trucs, hein, des grosses vannes, des grosses pompes qui chauffent, qu'il faut refroidir, donc j'avais des gros ventilateurs qui vont avec. Bon, j'ai voulu rien racheter, hein, j'ai fait avec ce que j'avais, et c'est pour ça que c'est totalement surdimensionné et que ça fait un raffut du diable. Mais bon, pour le coup c'est très fiable et ça marche très bien, hein. Alors je vais juste vous faire une petite démo rapide. J'appuie sur la pédale, j'ai l'aspiration qui se met en route au bout de l'aiguille. Ça me permet de prendre un composant, ensuite je peux le déplacer de manière très précise où je veux. Quand je relâche, vous entendez, je recrache un petit peu d'air, donc comme je vous disais, ça permet de bien pousser le composant sur la carte et bien le positionner sans qu'il reste collé au bout de l'aiguille. Alors, on va se rapprocher, on va faire un petit zoom, et puis je vais vous montrer de plus près ce qu'on peut faire avec ce truc. Voilà, j'ai placé la boîte qui contient la fluidique sous le bureau pour essayer que ça nous casse un peu moins les oreilles, mais bon, c'est pas gagné. Donc je vais vous faire une petite démo avec ce composant là. On va le voir. Donc ça c'est une petite capa, enfin déjà une grosse capa, même une énorme capa CMS, hein. Alors j'ai pris un gros composant pour que vous voyez bien ce que ça donne, mais sachez qu'avec ça, on fait du 0,402 sans problème, les doigts dans le nez, hein. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment efficace, hein. Ok, allez, c'est parti. Je vous fais une petite démo. Hop, c'est parti. Donc bon, j'ai pas d'empreinte qui correspond, hein, juste à déplacer un petit peu. Voilà, on peut placer ça là. Toc, on va déplacer à gauche. Toc, si on veut aller coller ça là-bas à 90 degrés, c'est possible aussi. Hop. Voilà, et donc, bon, si on prend son temps avec cet outil-là, je peux vous garantir que c'est d'une précision absolument redoutable, hein. Comme je viens de vous dire, on fait du 0,402 avec ça, mais vraiment les doigts dans le nez sans aucun problème. On fait du pad 0,5, pareil, les doigts dans le nez sans aucun problème. J'ai jamais essayé le pad 0,4, mais bon, à mon avis, ça passe sans souci. On peut même faire du BGA. Avec ça, on fait vraiment tout, quoi. Donc, bon, super outil, hein. Alors, vous irez voir sur Internet si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce genre de table de placement. Je crois qu'il y a déjà un ou deux gars qui ont des blogs et qui ont fait des choses là-dessus, hein. Il me semble qu'il y en a un ou deux qui ont déjà fait ça. Après, si vraiment ça vous intéresse de savoir comment on construit un truc comme ça, n'hésitez pas à me le dire, éventuellement je pourrais vous faire un épisode consacré là-dessus, hein. Ok, donc voilà comment marche ma table de placement. Donc ce qu'on va faire, on va récupérer la carte où il y a eu de la brasure dessus. Je vais préparer tous les composants et puis on va placer tout ça, hein. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, j'ai préparé tous les composants, donc il me reste juste à les placer sur la carte qui a été brasée, hein. Bon, là c'est un boulot un petit peu délicat, il faut s'appliquer, il faut prendre son temps, hein. Donc allez, c'est parti.
Allez, on y est presque. Excusez-moi, je vous parle pas beaucoup, mais faut être concentré hein. Quand on fait ça, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Allez, la dernière LED. Hop là, et voilà. Bon. Et ben écoutez, une bonne chose de faite. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est extrêmement propre, hein. Ça permet vraiment de faire des choses très 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 précises. Alors, la suite, la prochaine étape de construction de cette carte électronique, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la refusion. Et c'est là, vous allez voir, où j'ai un gros problème. Et c'est là où j'aimerais bien avoir un four à refusion. Hein, donc je vais débarrasser un peu la paillasse, on va écarter tout ça, je vais sortir le fer à air chaud, et puis je vais vous montrer exactement quel est le souci. Bon voilà, j'ai fait un petit peu de place pour qu'on y voit plus clair. Alors comme vous voyez, bah, ma table de placement, ça donne un rendu absolument impeccable. Hein. En s'appliquant un peu, on arrive à placer les composants quasiment au dixième de millimètre près, donc c'est vraiment génial. Et bah, je dirais que jusqu'à maintenant, hein, vous avez vu un petit peu toutes les étapes de mon procédé de fabrication. Donc jusqu'à cette étape-là, pour moi, je suis absolument satisfait. Tout est très bien, tout est nickel. Hein. Vous voyez, le rendu, c'est absolument impeccable. Hein. Donc jusque-là, tout va bien, il n'y a pas de souci. Par contre, la prochaine étape, ça va être quoi? Bah, la prochaine étape, évidemment, ça va être de faire la refusion de la brasure. Et là, ça se complique. Hein. Et là, je pense que maintenant, vous comprenez vraiment pourquoi j'ai absolument besoin d'un four de soudure à refusion. Hein, parce que là, évidemment, j'aurai un four, hop, je charge ça dans le four, je lance le programme, j'attends 10 minutes et c'est terminé. Et j'ai un rendu professionnel absolument nickel. Bon, malheureusement, pour l'instant, j'ai pas de four à refusion, donc qu'est-ce que j'utilise? Je vais essayer de vous le montrer. Alors, j'utilise ce truc-là. Là. Bon, ça, c'est un fer à air chaud. Hein. Je pense que vous avez déjà vu. C'est une chinoiserie à pas cher que vous pourrez trouver sous tout un tas de marques. Bon, ça marche bien, hein, ça fait le boulot. Hein. C'est pas d'une grosse puissance. Le débit d'air est pas très important non plus. Mais bon, ça fait le boulot, quoi. Hein. Maintenant, c'est vraiment le principe de faire la refusion avec un fer à air chaud qui pose problème là-dessus. Parce que vous allez voir, alors, on va le faire ensemble. Je ne sais pas si vous pourrez le voir comme ça sur la vidéo, sur le rendu. J'espère qu'on va voir des choses. Je ne sais pas, on va voir ça. Mais ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que vous allez voir, quand on va passer le fer là-dessus, vu qu'on n'arrive pas à bien avoir une température homogène un peu partout, et ben il y a des composants qui soudent, d'autres qui n'ont même pas commencé à souder. Là-dessous, pardon, je sais pas si vous avez vu là sous le composant linéaire technologie, il y a un pad thermique, donc ça, est-ce que c'est soudé? Ben j'ai absolument aucun moyen de le savoir, donc j'ai tendance, vous voyez, à insister un petit peu pour être sûr que ce soit bien pris. Malheureusement, c'est pas exclu que pendant ce temps-là, j'ai des capas, c'est des capas plastiques, hein, donc celles-là, faut pas les monter trop en température, sinon elles aiment pas, elles commencent à fondre. Bon, ça pose tout un tas de problèmes comme ça, et bon, la seule manière de les résoudre, bah, c'est vraiment d'avoir un four à refusion, hein, et c'est pour ça qu'on va lancer ce projet là, parce qu'une fois que j'aurai ça, ça va vraiment m'enlever une grosse épine du pied. Hein. Enfin bon, on va quand même essayer de souder ça à l'air chaud, et puis on va essayer de voir les choses qui vont pas. Hein. Alors je démarre ça, hop, c'est parti, on va le faire chauffer un petit peu. Pendant ce temps-là, on va essayer de mettre un peu tout en température là-dessus. Alors si vous avez peur pour le revêtement de la paillasse, vous inquiétez pas, celui-là il craint rien. Hein. C'est un revêtement antistatique de bonne qualité, il n'y a absolument aucun souci avec ça. Voilà, ok, c'est monté, la sortie. Alors moi j'ai réglé ça à 320 degrés. 320 degrés, bon, mesuré sur cette station-là, en général ça le fait à peu près. Donc allez, on va essayer de voir ce que ça donne là sur les LED. Ah ouais, je vérifie, il y a bien une sortie d'air chaud. Le débit d'air est vraiment pas important sur cette station, mais bon, on va essayer de faire avec quand même. C'est très très long aussi avec ça. Alors c'est sûr que j'aurai un fer à air chaud de meilleure qualité. Bon, je pense que ce serait plus rapide, je pourrais arroser les zones plus larges, ce serait peut-être un peu mieux, mais bon, je pense que ce serait pas encore ça non plus, quoi. Ça y est, là, bon, je sais pas si on le voit à la caméra, mais ça commence à souder. Ok, on va y aller tranquillement, un petit peu partout. Ok, ça y est, c'est bon.
Pareil, hein, ça c'est des LED de puissance, il y a un pad thermique en dessous. Alors oui, j'ai tendance à insister un petit peu parce que bah, j'ai absolument aucune idée de si le pad thermique est pris ou pas. Là, je peux pas savoir, quoi. Ça c'est clair. Alors que bon, on aurait un four, on aurait un profil, on aurait réglé un profil, on aurait une température homogène, etc. On n'aurait même pas à se poser la question. On serait certain que le pad serait soudé. Et là, bah là malheureusement, avec ça, j'en ai absolument aucune idée hein, pour l'instant. Ok, bon allez, ça se termine. Toc toc toc. Voilà, on va passer au connecteur. Le connecteur est soudé, c'est bon. Alors on va passer là à la zone un peu plus délicate. Alors je vais essayer, je sais pas. Ouais, j'espère qu'on voit quand même hein, à l'image. Là vous allez voir c'est vraiment la galère parce que là j'ai tous les passifs là, les résistances, les capas, là, tout ça un peu de précision, ça va souder très vite et le circuit intégré lui, vous allez voir il va mettre 2 heures à souder. Et là c'est un vrai problème parce que du coup toutes les résistances de précision là, bah, je leur balance 300 degrés dans la tête pendant à mon avis beaucoup trop longtemps quoi. Donc ça c'est pas acceptable. Hein. Voilà, donc là tout le passif est soudé, et bah, comme prévu, voilà, pour souder le circuit intégré, je suis obligé d'attendre 15 ans, quoi. Donc ça veut dire que je balance de l'air chaud sur les composants passifs alors qu'ils sont déjà soudés, et bon, je veux dire, ils ont eu largement leur dose de chaleur, quoi. Alors là, vous le voyez certainement pas à la caméra, mais j'insiste bien, là, j'ai les deux petites pinoches du bout, là, c'est sur des pistes assez larges, là, c'est les pistes de puissance, et celles-là ont vraiment du mal à souder. Ouais, ça y est, ok, ça doit être pas mal quand même. Ok, on va passer au diode de protection à côté. Les deux grosses capas aussi, elles mettent du temps à prendre. Ok, ça a l'air bon, on va faire un peu l'autre côté maintenant. Alors l'inductance, bon ça c'est pareil, c'est une grosse inductance, donc je vous dis pas la capacité thermique de ce truc là, donc ça prend 15 ans à souder, et bah pareil pendant ce temps là, vous voyez j'arrose un peu le reste avec de la chaleur, donc alors que je devrais pas. Donc bon là je pense qu'on voit vraiment hein, que le fer à air chaud, alors ça peut dépanner hein, sur des petites cartes comme ça, et encore voilà justement, hein, là j'ai une petite carte, mais imaginez si j'ai un gros truc au format double Europe, tout passer à l'air chaud comme ça, bon faut oublier, hein, c'est absolument impossible. Je vais essayer de souder ma petite capa là à côté, si elle veut. Ouais, là je suis sur les grosses pistes de puissance qui sont très larges, donc il y a une capacité thermique énorme, et avec ce fer là j'ai un peu de mal hein, à souder tout ça. Alors ce côté là bah, ça a l'air bon, l'autre côté par contre c'est toujours pas bon. Ça y est. Je sais pas si je vais arriver à souder ma capa un jour, là, c'est pas sûr. Et vous noterez au passage, hein, comme je vous disais tout à l'heure, oui, j'ai vraiment la tremblote, moi, c'est naturel, hein, c'est tout le temps comme ça. Donc vous imaginez bien encore une fois hein, l'intérêt de ma table de placement. Hein. Parce qu'avec la tremblote que j'ai, imaginez, avec des petites passes comme ça, les poser, là, les petites résistances, bon, faut oublier. Hein. Enfin, il y en a, il y a des bons, hein, il y a des gars qui y arrivent, hein, mais moi personnellement, c'est pas fait pour moi, hein, ça c'est clair. Hein. Ok, bon allez, on va dire que c'est pas mal. Au pire, là, si les gros pads là ils sont pas pris, je les reprendrai au fer, hein, c'est pas un problème. Allez, on va laisser ça comme ça. Je vais regarder ça un petit peu sous la loupe, voir ce que ça donne, s'il n'y a pas de pâté nulle part. Bon, on va essayer de jauger un peu la qualité de tout ça. Hein. Bon voilà, le montage est terminé, on arrive au bout de la fabrication. Bon, il a fallu que je reprenne 1 ou 2 points de soudure à la main, mais rien de méchant. J'ai rajouté les connecteurs, donc ça a l'air pas mal. Côté matrice de LED, j'ai rajouté un petit dissipateur thermique ici, hein. C'est prévu pour, hein, parce que les LED de puissance la dégagent pas mal de chaleur, donc il faut en évacuer un peu. Bon, visuellement, tout a l'air nickel.
malheureusement, c'est ça le problème avec l'air chaud. On peut jamais savoir si on est bon, parce que est-ce que l'intégrité de tous les composants a été respectée? Est-ce que mes résistances de précision n'ont pas morflé? Est-ce qu'elles ont toujours la bonne valeur? Et ben voilà, c'est le problème, hein. Malheureusement, j'ai absolument aucun moyen de le savoir. Donc, on va tester ça, hein. On va croiser les doigts et puis ce sera la surprise. Est-ce que ça fonctionne? On va voir ça. Alors, j'ai fait un petit câble aussi pour relier les deux. On va connecter ça. Hop. Celui-ci. Dans l'autre sens, ce sera mieux. Voilà. Donc, j'ai déjà programmé la lime, hein. Alors ça s'alimente. Il me faut 2 tensions, il me faut du 3 volts 3, ça c'est bon. Il me faut du 12 volts pour la puissance, ça c'est bon. J'ai programmé le générateur aussi. Voilà, donc là j'ai mon signal PWM 100 Hz et en faisant varier la largeur d'impulsion, hein, je peux commander l'intensité lumineuse des LED. Enfin, en théorie, si tout fonctionne, hein, c'est ce qu'on va voir, ça va être la surprise. Toc, ça c'est bon. Et ben voilà, on est prêt. Donc, on croise les doigts. On va allumer la lime en premier. Alors, c'est parti. Hop. Ok, bon, il n'y a pas de fumée. A priori, il n'y a rien qui crame. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Niveau consommation, bah, j'ai quasiment rien. Donc là, vu que c'est pas allumé, c'est normal. Et alors, l'instant de vérité, ça va être maintenant. Je vais allumer le signal PWM. Allez, on croise les doigts, on y croit. Tatin, yeah! Et ouais, coup de peau. Bon, celle-ci a l'air de fonctionner. Alors, on va quand même faire varier la largeur d'impulsion, voir si ça marche. Ouais! Ok, nickel. Bon, bah, celle-ci a l'air de fonctionner, hein. On a été chanceux cette fois-ci. Enfin, on a été chanceux. Finalement, la logique est respectée, hein, puisque bon, celle-là, la première que je vous ai montrée, ne fonctionne pas. Celle-ci fonctionne. Donc finalement, on est dans les stats, hein. C'est ça, à peu près une carte sur 2 qui foire et une qui fonctionne. Voilà, donc la logique est respectée. Et bon, bah voilà, vous avez bien compris le problème de l'air chaud, c'est qu'on peut jamais être sûr à 100% que ça va fonctionner. On sait jamais trop ce qui va se passer. Bon, je pense qu'un four fusion, ça nous permettrait de passer ce statistique maudit là, une carte sur 2 qui fonctionne à au moins 99 sur 100. Hein. Donc ça, c'est le but et ce serait vraiment pas mal. Bien, j'espère que cette petite présentation rapide là, de ma méthode de fabrication vous a intéressé. Le but, bien sûr, bah, c'était de vous montrer mon besoin, hein, et de le définir. Alors, bon, j'insiste pas, hein, je crois que le besoin, là, vous l'avez parfaitement compris. Donc maintenant, il va falloir se mettre au boulot. Hein. Alors, c'est vrai qu'il existe déjà quelques solutions pour l'amateur disponibles dans le commerce. J'ai vu qu'il y a vraiment des trucs dédiés, là. Il y a une ou deux chinoiseries qui existent, mais bon... A priori, ça n'a pas l'air trop au point encore. Il y a un modèle qui m'intéressait, là, Eurocircuit, là, mon fournisseur de PCB, fait un petit peu de matériel justement pour faire du prototype. Ils ont un four à refusion qui apparemment fonctionne extrêmement bien. Le petit souci, c'est qu'ils vendent ça, je crois, autour de 3000 €. Donc, bon, j'ai pas 3000 € à mettre dans un four à refusion comme ça, c'est absolument hors de question. Alors, il existe des choses beaucoup plus simples. Il y a des petits contrôleurs qui se font là, adaptés sur un mini four du commerce pour pas trop cher. J'aurais pu acheter un truc comme ça, hein, ça aurait fait l'affaire. Bon, il se trouvait qu'il me fallait un sujet, hein, pour un projet, donc bah voilà, l'occasion se présente et je trouve que c'est un excellent sujet, hein, à développer avec vous. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble, hein, durant les prochains mois et sur ce projet. Alors pour ça, je vous ai préparé un premier schéma fonctionnel, bon vraiment un truc très succinct. Hein. Là on va pas rentrer dans les détails encore. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder ça et puis on va en discuter un petit peu ensemble, voir comment on peut faire et mener à bien ce projet. Hein. Allez. Alors voilà comment je compte m'y prendre pour réaliser ce projet. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai découpé ça en 5 blocs fonctionnels bien distincts.
hein, un premier bloc enceinte refusion, alors ça ce sera le four en lui-même, bon évidemment une interface utilisateur, une alimentation pour alimenter le tout. Et bon, là vous pouvez observer en fait que j'ai déjà fait un premier choix technique qui pourra paraître peut-être bizarre un petit peu à certains, c'est de séparer le contrôleur en deux parties en fait, hein. Faire un contrôleur refusion, donc vraiment dédié au contrôle de l'enceinte de refusion, et un contrôleur application, bon cette fois-ci plus dédié à l'interface utilisateur et ce genre de choses. Alors pourquoi j'ai choisi de procéder comme ça. Là il y en a pas mal à mon avis qui vont déjà commencer à me faire un premier reproche. Oui, dans l'industrie on n'aurait pas fait comme ça aurait été différent, pourquoi faire deux contrôleurs. Et bon, je dirais que cette remarque est tout à fait justifiée, hein. C'est vrai qu'un industriel n'aurait jamais fait un truc comme ça c'est clair. Maintenant, si j'ai un premier conseil à vous donner pour faire des projets chez vous à la maison en tant qu'amateur, c'est de ne surtout pas suivre ce qu'un industriel aurait fait. Alors là, ça mérite quelques petites explications. Il est vrai qu'ici, je pense qu'un industriel aurait certainement choisi un seul contrôleur, type ARMA5, ça aurait été très bien pour faire ça. On aurait pu piloter un petit écran LCD, un truc sympa. Ça pouvait largement piloter en même temps en interfusion, pas de souci. Maintenant, les industriels n'ont pas du tout les mêmes contraintes que nous, amateurs. Eux, évidemment, leur première contrainte, c'est une contrainte de rentabilité, hein, ce que nous n'avons pas. Alors, bon, évidemment, il ne faut pas que ça nous coûte une somme délirante non plus, mais bon, quand on fait un projet chez nous à la maison, en général, on va faire peut-être 1, 2 ou 3 exemplaires, pas plus, quoi. Donc, bon, faut être clair, on n'est pas à 50 € près sur un truc, quoi. Contrairement à un industriel qui, pour lui, le moindre euro, si vous multipliez ça par 10 000 ou par 100 000, ça fait tout de suite des sommes absolument considérables, quoi. Et l'industriel, en plus, contrairement à vous, au niveau bureau d'études, il y a une différence absolument majeure, c'est que chez un industriel, vous aurez un gars qui sera spécialisé pour faire peut-être la partie contrôle de puissance, vous aurez un autre gars qui sera spécialisé pour les alimentations, par exemple les alimentations à découpage, ce genre de choses, et puis vous aurez un autre gars qui va être dédié à la partie contrôleur, donc là en général vous avez une armée de spécialistes C++ dans le bureau d'études. Voilà, donc ça pour un industriel, ça va très bien fonctionner, il n'y a aucun problème. Maintenant, nous en tant qu'amateurs, on est obligé de tout faire de A à Z, quoi, contrairement aux gens du bureau d'études chez les industriels. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument se simplifier la tâche systématiquement à chaque fois qu'on peut. Il ne faut pas hésiter à bien découper son projet en parties bien distinctes, hein. Ça permet d'y voir plus clair et puis de faire les choses quand même de manière beaucoup plus facile, hein. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce premier choix technique là, de séparer les deux contrôleurs, hein, vraiment avoir un contrôleur refusion, contrôleur application. Ça va nous permettre de se concentrer ici vraiment sur la partie contrôle puissance, mesure de température ici, et puis là on pourra peut-être faire un petit truc plus sympa avec l'interface utilisateur, hein. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de découper ça en deux parties. Alors ensuite, bon, enceinte à refusion, comment on va faire ça? Je ne sais pas si vous avez déjà vu un four à refusion professionnel, c'est un truc de dingue, hein. Vous avez des faisceaux infrarouges avec des capteurs qui sont capables de vous contrôler des surfaces quasiment au centimètre carré près, donc c'est absolument phénoménal. Mais nous, évidemment, il est absolument hors de question qu'on fasse ce genre de choses, hein. Pour l'amateur, c'est totalement inaccessible, hein. Donc ça, on va oublier. Pour l'enceinte à refusion, on va plutôt faire... on va prendre la méthode classique, on va prendre un mini-four du commerce qu'on customisera un peu, hein. Ici au niveau contrôleur refusion, donc là on aura le contrôle puissance pour contrôler l'enceinte, plus la mesure de température, etc. En tant que contrôleur, qu'est-ce qu'on prendra? Un petit microcontrôleur, un petit FPGA, j'en sais rien encore, hein, faudra voir, hein. Soit s'il y a beaucoup de logique parallèle ou plus de logique séquentielle, je sais pas, on verra, hein. Ça faudra voir ça sur le tas. Alors on va passer, après vous comprendrez mieux là, on va passer à interface utilisateur. Alors là j'ai prévu de faire un truc, bon pareil, hein, quand on est amateur, faut se lâcher, hein, faut se faire plaisir, hein, même si on fait des trucs complètement too much. Je dirais que c'est pas grave, au contraire c'est le but, hein. Voilà, quand on est amateur en électronique, le but c'est de se faire plaisir, hein, donc faut se lâcher un peu, hein, faut partir dans des délires, faut se faire plaisir, hein. Donc là ce que j'ai prévu de faire pour l'interface utilisateur, alors c'est une première ébauche, hein, ça évoluera certainement au cours du temps. Donc si on prend le panneau de contrôle de notre four à refusion, j'ai prévu de faire un truc, alors très grosso modo ça va donner à peu près ça. Donc ici
un afficheur 7 segments pour nous afficher la température en temps réel, éventuellement un petit bar graphe, hein, comme ça, qui nous indiquera la puissance envoyée dans le four. Et puis, allez, 3-4 petites LED là, qui peuvent permettre, par exemple, d'indiquer des statuts, genre préchauffage. Ouais, bon, mon truc est un peu gras là, vous voyez pas grand-chose, mais bon, préchauffage, refusion, refroidissement, voilà, ça permettra d'avoir un petit peu l'état du procédé de refusion, de savoir où on en est. Alors ça, je le dédie plutôt, ce truc-là, à la partie partie contrôleur refusion ici. Et puis là où, voilà, là où je vous disais qu'il faut pas hésiter, il faut se lâcher un peu. Ce que j'aimerais bien faire, c'est un truc sympa avec carrément un écran LCD ici. Bon là, 3-4 boutons en bas, comme ça. Alors je suis toujours pas Picasso, hein, vous m'excuserez, ça n'a pas changé. Éventuellement, un petit encodeur, là, bon, allez, pourquoi pas, bouton d'alimentation, ok. Et puis l'écran LCD, on s'en servira pour essayer de faire un petit truc sympa avec un menu. Là, éventuellement, on pourra observer le profil dessus. Ça pourra nous donner des données sur les timings. Est-ce que les timings sont respectés? Est-ce que les températures comme ça sont respectées? Bon, je pense qu'on peut faire... voilà, faut se lâcher. Il y a moyen de faire un petit truc sympa. Alors... Évidemment, je pense qu'en faisant ça, ce sera... Bon, faut être honnête, hein, ce sera carrément too much. On pourrait faire un truc qui fonctionne sans en arriver là. Mais voilà, quand on est amateur, qu'on fait des montages comme ça chez soi à la maison, on est là pour se faire plaisir, il faut se lâcher. Hein. Encore une fois, on n'a pas les contraintes des industriels. On n'a pas prévu de faire de bénéfices là-dessus. Hein, donc on s'en fout complètement. Faut faire un truc sympa, il faut se faire plaisir. Hein. Voilà, donc si on reprend sur le schéma fonctionnel, donc la partie 8, je viens de vous l'expliquer. Et alors c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai décidé de couper les tâches contrôleurs là en deux parties. Parce que bon, si on voulait utiliser qu'un seul processeur, on pourrait le faire. Hein, je vous ai dit par exemple, ça se ferait très bien, c'est avec de l'ARM A5, il n'y aurait aucun problème. Le souci c'est que pour piloter un écran LCD là, avec des choses graphiques, tout ça, en même temps piloter la partie puissance de l'autre côté, je pense qu'il faudrait se lancer dans un code C++, bon, pas un truc énorme, mais quand même déjà quelque chose d'assez conséquent, quoi. Et alors là, je vais peut-être en faire hurler certains, mais pour l'amateur, bon, C++, c'est un truc compliqué. Bon, c'est très bien, hein, ça permet d'avoir un langage objet, c'est vrai, qui est vraiment très proche du hardware. Le problème, c'est que voilà, il faut gérer la mémoire, il y a tout un tas de choses, et on a vite fait on ferait comme ça, on aurait vite fait d'avoir un code hyper compliqué. Et là, il faut vraiment être spécialiste après du C++. Alors, c'est faisable, hein, c'est pas impossible à faire. Mais voilà, moi j'ai souhaité me faciliter la tâche, et puis en même temps, je voudrais faire un essai, là, surtout à ce niveau-là. Alors ici, là c'est pareil, j'espère que je vais pas trop vous faire hurler, mais je sais pas si vous avez vu, là, Microsoft récemment ont sorti un truc, bon, ils ont appelé ça Windows 10 IoT Core, allez, vas-y, la pignole marketing encore. Bon, en fait, c'est Windows Embedded version 10. Hein. On va appeler ça comme ça, ce sera plutôt simple. Alors, ce truc-là, l'intérêt, c'est que pour la première fois, apparemment, ils ont... alors, je vais vous le marquer ici, hein, ce sera le but. Voilà, du Windows 10. Pour la première fois, apparemment, ils ont réussi à condenser la technologie .NET avec le XAML et compagnie. Bon, si vous ne savez pas ce que c'est que du XAML, ne vous inquiétez pas, on aura largement le temps de voir ça, mais en gros, ça vous permet de coder l'interface utilisateur, on peut faire des choses très puissantes avec ça. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, c'était vraiment réservé au PC, parce qu'il fallait quand même... ça prend de la place, le truc, hein, c'est assez gourmand en ressources, donc il fallait quelque chose d'assez conséquent. Et a priori, avec ça... Alors, je mets entre guillemets, hein, parce que justement, voilà, le but, ça va être de se tester, mais ils auraient, hein, je mets ça au conditionnel, ils auraient réussi à condenser le truc, et a priori, ça tiendrait dans un petit pros d'application ARM. A priori, bon, ce sera à vérifier. Mais je pense que ça peut être intéressant de tester cette technologie, parce que là, pour le coup, on aurait un langage objet et managé, avec de la mémoire managée. Hein, donc là, ça fait toute la différence avec le C++. Hein, c'est beaucoup plus simple à coder. En plus, grâce au XAML, on pourrait faire une interface utilisateur sympa en 2 coups de cuillère à peau. Donc là, on simplifie encore la tâche par rapport au C++. Et voilà, c'est pour ça me paraissait intéressant de tester cette technologie
technologie. Alors pour l'instant, je connais pas du tout, hein, donc vous voyez, je profite du projet pour faire un essai, hein, ça c'est souvent des choses que je fais, en amateur c'est toujours intéressant de tester des nouvelles choses. Donc là, voilà, on va en profiter pour tester un petit peu ce que ça donne, la Windows 10 IoT, et voir ce qu'on peut faire avec. Alors, bon, là, je prends un risque, hein. Soit ce sera une réussite ou un échec total. J'en sais rien du tout, mais voilà, moi, vous avez vu, hein, dans ma vidéo précédente, bon, moi, la technologie .NET, c'est quelque chose que j'apprécie bien. Maintenant, grâce à ça, on peut avoir du XAML aussi. Alors, pour les connaisseurs, hein, c'est pas WPF, hein, c'est un truc plus light, c'est différent. Mais bon, ça a l'air quand même assez puissant. Apparemment, on peut faire des choses assez puissantes, hein, niveau interface utilisateur. Donc voilà, j'ai choisi de tester ce truc-là, et c'est pour ça que je vais l'inclure sur ce bloc-là. Et on verra, hein, ce qu'on peut faire avec ça, on verra ce que ça donne, quoi. Ok, donc, voilà pour le gros... Hein, les grandes lignes du projet. Alors oui, pour l'instant on n'est pas encore dans les détails, hein, le trait est encore assez gros. Sur quoi on va démarrer? Alors un conseil, les trucs là, genre alimentation, tout ça, vous faites toujours ça en dernier, parce que vous savez jamais de quoi vous allez avoir besoin, donc toujours faire ça en dernier, hein. Partie, bon, la contrôleur, pareil, on fera ça plutôt vers la fin. Donc au début, on va se concentrer sur cette partie-là. On va commencer par ça, là, l'enceinte-refusion. Donc pour ça, je vous ai dit qu'on utiliserait des mini-fours du commerce. Alors j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qui peut être intéressant pour notre projet. Et j'ai trouvé 2 modèles qui pourraient faire l'affaire. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Bon, voilà ce que j'ai récupéré en faisant les boutiques d'électroménager du coin. Alors, bon, j'ai pas pris ces 2 modèles-là par hasard, hein. En fait, j'y suis allé donc avec ma petite calculette là et mon calepin sous le bras, et j'ai cherché à obtenir le meilleur ratio puissance sur volume, hein. Il se trouve que c'est ces deux-là qu'on gagnait. Alors, pour la petite anecdote, je me suis baladé, je cherchais là, dans le magasin avec ma calculette et mon calepin. Je voyais bien que les types me regardaient un peu de travers. On peut vous aider, monsieur? Non, vous pouvez pas. Donc bon, ils ont pas trop compris, hein, surtout quand je suis parti avec les 2 bestiaux sous le bras. Là. Ça aurait dû voir la tête des types, c'était assez hilarant. Enfin, alors, revenons à des choses sérieuses. Alors, revenons à notre projet. Donc les modèles, c'est le CED OF 2478 et le deuxième OF 2668. Alors pourquoi j'ai pris les deux? Parce que justement, je vous ai dit, je cherchais le meilleur ratio puissance sur volume. Il se trouve que les deux sont très proches, hein. Donc c'est pour ça que j'ai pris les deux. Je me suis dit comme ça nous laissera le choix. C'est toujours mieux d'avoir le choix, hein. J'ai carrément pris les deux. Alors, c'est pas... Bon, ça coûte un peu d'argent, c'est pas une fortune non plus. Celui-là doit coûter 100 balles, je crois, et celui-là 140 balles. Donc, hein, moi, voilà, c'est... Hein, vous avez compris, j'adore l'électronique, je suis prêt à dépenser un peu d'argent pour ça, donc c'est pas un souci pour moi, j'ai pris les deux. Alors, qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise là-dessus? Oui, j'ai récupéré les docks, enfin, les docks... Bon, c'est de l'appareil électroménager grand public, donc je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des docks. Juste pour vous dire ce que ça donne, donc celui-ci fait 1500 watts pour 18 litres et celui-ci 2000 watts pour 23 litres. Donc ça donne un ratio puissance sur volume de 83 watts par litre pour celui-ci et 87 watts par litre pour celui-ci. Hein, donc on a des ratios très proches et bon, je pense que ça devrait être pas mal, hein. Alors pourquoi j'ai essayé d'avoir ce ratio maximum, là, de puissance sur volume? Je pense que tout simplement, plus on a de puissance par unité de volume, plus on pourra avoir une régulation rapide et bon, pas un truc qui a trop d'inertie, hein, parce que ça déjà là-dedans il y a une inertie énorme, donc bon, faut quand même essayer de la diminuer au maximum. Alors, il y avait d'autres possibilités aussi, j'ai vu il y avait des genres de petits des toasters un peu là, avec des résistances, ils appellent ça des résistances à quartz. Bon, je suis pas certain qu'il y ait du quartz là-dedans, à mon avis ça n'a rien à voir, mais bon, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça pouvait être intéressant. Le problème de ces trucs-là, c'est que les résistances chauffent à rouge, mais rouge flashy, quoi, hein. Donc à mon avis, ça rayonne à mort. Et bon, j'ai peur que si on a trop de rayonnement, le contrôle de température soit difficile à faire, hein. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour des modèles un peu plus classiques. Alors bon, je sais pas si vous voyez, hein, c'est de la résistance vraiment classique. Je les ai déjà allumés. La résistance,
elles sont pas rouges, c'est à peine rouge, quoi. Donc on reste dans l'infrarouge, là. Je pense que ça rayonnera moins quand même que des toasters et que la régulation sera plus facile à faire. Alors, maintenant qu'on a le choix entre les deux, il va falloir les qualifier et puis en choisir un. Donc pour ça, j'ai récupéré des cartes là, du boulot. Bon, ça c'est des trucs qui ne fonctionnent plus, hein, donc j'ai pu récupérer ça, ça tombe bien, on va pouvoir faire des essais avec. Ce que je voudrais faire, c'est ça, donc avec une petite carte. Aussi avec un gros truc vraiment énorme, donc ça c'est un format double Europe, en plus là vous voyez il y a pas mal de dissipateurs thermiques, donc ça devrait faire des zones froides un peu, ça c'est vraiment le test qu'il faut faire hein, pour tester si on va pouvoir faire des choses intéressantes avec ces choses là. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser, alors si vous avez vu ma vidéo précédente là sur le TC08, hein, c'est pour ça que j'ai récupéré ça, on va placer des thermocouples aux quatre coins de la carte, au centre, donc même chose sur celle-ci pardon, et sur celle-là, et on va essayer les deux dans chacun des fours, hein. Ça permettra de qualifier un peu les deux pépères, là. Et puis quand on aura des données, on pourra choisir l'un ou l'autre, quoi. Ok, allez, on va faire ça, c'est parti. Avant de lancer les essais thermiques, je voulais vous montrer un petit peu de plus près à quoi ressemblent ces fours. Alors là on a le gros, mais bon le petit est fait exactement pareil, hein. C'est les dimensions qui changent, mais sinon l'assemblage est exactement le même, hein. Donc déjà première chose, alors je l'ai déjà customisé un peu. Si vous regardez dedans, à l'origine, il y avait une espèce de grande plaque comme ça en dessous et qui venait se situer par-dessus la résistance du bas là. Donc ça sert, bon j'imagine, hein, la ménagère fait rôtir son poulet là-dedans, il y a du jus qui coule et bon ça permet de nettoyer sans que le jus tombe partout sur les résistances. Bon ça c'est très bien pour faire cuire le poulet, mais nous c'est pas du tout notre sujet, donc j'ai dégagé ce truc là, parce que vous voyez la taille que ça fait, vous imaginez bien l'inertie thermique énorme que ça doit avoir et que ça va nous rajouter. Donc c'est pour ça que je l'ai fait sauter, hein, comme ça. On est tranquille. Alors en haut, on n'a pas ce problème. La résistance est à nu aussi, hein, directement comme ça. Hein. Donc là, dans cette configuration-là, ça devrait être pas mal. Maintenant, ce que j'ai trouvé intéressant dans ces fours aussi, c'est... Bon, je sais pas si ça se voit à la caméra. Oui, si, apparemment. Vous voyez, ici, le panneau de commande, en fait, c'est une pièce à part. Hein, là, c'est bien détouré. Donc vous avez bien une pièce à part pour le panneau de commande. Alors pourquoi c'est intéressant ça? Parce que si ça c'est juste une pièce, on va pouvoir la faire sauter, éventuellement fabriquer une pièce aux mêmes dimensions, mais en y rajoutant cette fois-ci une autre interface utilisateur à nous. Et comme ça, il y aura juste à reclaquer la pièce qu'on aura fait au même endroit. Donc ça, je pense que ce sera extrêmement pratique pour nous, parce que sinon il y a pas mal de modèles, vous savez, en fait c'est tout d'un bloc, c'est intégré, et là ça aurait été un peu la merde là, pour mettre l'écran LCD, les boutons, tout ça, alors que là, voilà, on fait sauter ça, on fait une pièce aux mêmes dimensions, et on vient la reclaquer là-dedans, et je pense que ça devrait être pas mal, hein. Ok, bon, allez, cette fois-ci on lance les essais pour essayer de départager les deux modèles. Voilà, donc pour faire nos essais, on va utiliser cet appareil-là, le Pico Technology TC08. Alors, bon, j'ai déjà commencé, hein, j'ai déjà fait tous les essais sur le gros modèle. Ici, c'est le petit. Bon, j'ai décidé de ne pas tout vous présenter parce que je voudrais pas non plus que l'épisode dure 2 heures. D'autant plus que bon, c'est un peu toujours la même chose, c'est un peu rébarbatif, ça prend du temps, donc je vais pas vous ennuyer avec ça. Maintenant, si vous voulez savoir comment on peut faire un banc thermique assez performant avec cet outil-là, je vous invite simplement à aller visionner l'épisode précédent. Hein, c'est une revue consacrée à cet appareil-là, donc vous y trouverez absolument toutes les infos. Hein. Vous verrez, je fais un petit truc intéressant. Il y a un banc d'essai thermique sur l'alimentation, la rigole des P832, où vraiment je vous explique tout en détail. Hein, voilà, donc si vous voulez en savoir un peu plus sur les mesures de température avec le TC08, là, n'hésitez pas à aller visionner l'épisode précédent. Hein. Ok, alors pour cet essai, donc celui-là, ça va consister juste à tester le petit modèle avec une carte comme ça, une grosse carte au format double Europe. Alors c'est pas tout à fait la même que celle que je vous ai présentée tout à l'heure, mais bon, ça n'a aucune sorte d'importance. Tout ce qui compte en fait, c'est d'avoir une carte immense avec beaucoup de composants, de manière à ce qu'il y ait beaucoup d'inertie thermique, un maximum d'inertie thermique sur notre carte, de manière à voir si les fours sont suffisamment puissants et si la température monte suffisamment rapidement pour pouvoir faire de la refusion avec. Hein.
Ok, alors pour info, donc sur le gros, hein, ça passait sans problème. Là, on va essayer le petit modèle. Alors, dans les essais, j'ai déjà vu un premier truc assez intéressant et ça apparaît de manière extrêmement claire. Vous avez un gradient de température en fait dans le four, hein, que ce soit celui-ci ou l'autre, depuis le centre de l'enceinte vers l'extérieur. Hein. Il y a à peu près 30 à 35 degrés de gradient de température entre le centre et les bords. Bon, c'est pas spécialement dérangeant, hein, c'est pas ça qui devrait nous empêcher de travailler avec ces fours-là. Hein. Alors, pour l'essai, donc ici j'ai placé 2 thermocouples, un au centre de la grille juste en dessous, puis l'autre au centre qu'on va placer juste au-dessus. Pourquoi je les ai mis au centre? Comme je vous disais, il y a vraiment un gradient de température, hein, du centre depuis l'extérieur, donc ça permettra de mesurer en fait la température de l'air maximum à l'intérieur de l'enceinte. Hein. Parallèlement à ça, on va mesurer donc les températures sur la carte. Alors vous voyez, j'ai placé des thermocouples aux 4 coins et un au centre. Ça nous permettra de voir si l'homogénéité en fait, de la température sur toute la carte est à peu près correcte. Hein, parce qu'évidemment, si on a 100 degrés d'écart entre le centre et les bords, bon, ça ne pourra pas le faire. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut absolument tester ça. Alors sur le gros modèle, c'est plutôt pas mal. Là, on va essayer sur le petit. Hein. Bon, de toute façon, comme je vous dis, vous inquiétez pas. Là, on va juste faire un essai ensemble. Ensuite, je compilerai toutes les données, puis je vous présenterai tout ça juste après. Hein. Ok, donc on va y aller comme ça. Alors, je place la carte à peu près au centre de la grille. Les thermocouples, là, voilà, c'est bon. Ok, allez, on va enfourner tout ça. Bon, il y a pas mal de câbles là, avec tous les thermocouples, mais ça devrait passer. Voilà, c'est bon, la porte est fermée. Je vais aller voir côté PC si tout est en place. Ouais, c'est bon. Donc alors comment j'ai appelé les voies? Donc là, arrière gauche, arrière droit, centre, avant gauche, avant droit. Hein, tout simplement, je ne me suis pas compliqué la vie. Et puis température d'air bas, donc ça c'est au centre sous la carte. Température d'air haut, c'est au centre juste au-dessus de la carte. Et puis là, je fais une calcul de la moyenne des deux valeurs pour avoir à peu près la température d'air maximum dans le four. Hein. Ok, alors en quoi consiste l'essai? Écoutez, tout simple, hein, je mets juste le thermostat au maximum, comme ça quand je vais l'allumer, les résistances vont démarrer. Je vais les laisser tourner en permanence à fond et puis j'arrêterai le test aux alentours de 250 degrés. Hein, ça permettra de voir si déjà le four est capable de monter en température suffisamment rapidement pour faire de la réfusion, hein, parce qu'il y a quand même un profil bien sûr à respecter. Et puis en même temps, voilà, vu qu'on a placé des thermocouples un petit peu partout, on pourra voir si l'homogénéité est suffisante aussi pour faire de la réfusion. Hein. Ok, alors c'est parti, je lance la mesure. Si ça veut démarrer, voilà, c'est bon. Je mets ça à fond. Et c'est parti. Alors je vais vous ouvrir la fenêtre graphique côté PC, on y verra peut-être un petit peu plus clair. Voilà, bon, c'est vraiment pas terrible. Hein. La fenêtre graphique du logiciel fourni avec le TC08. Mais bon, je vais pas m'étendre plus sur le sujet. Hein. Allez visionner ma revue là et vous aurez toutes les infos. Allez, on va laisser tourner ça tranquillement jusqu'à à peu près 250 degrés. Voilà, on arrive bientôt à une température de 250 degrés dans l'enceinte. Bon, je ne vais pas trop vous commenter les résultats pour l'instant. Hein. Comme je vous ai dit, je vais faire tous les essais. Là, hein. Je finirai tout ça tout seul et puis je vous compilerai toutes les données. Je vous présenterai tout ça d'un bloc. Ce sera beaucoup mieux. Bon, ça donne pas tout à fait la même chose quand même que le gros modèle. Hein. Voilà, on arrive à 250 degrés. Allez, hop, je coupe les résistances. On va ouvrir la porte à fond. Ça nous permettra d'avoir une vitesse de descente un peu. Ouais, ça descend super rapidement. Ok, allez, je laisse terminer ça tranquillement. Je vais finir tous les essais. Hein, j'en ai pour un petit moment. Donc c'est pour ça, hein, voilà, je ne vais pas vous présenter tout ça, vous ennuyer avec tout ça. Ensuite, je compile les données et je vous présente le tout. Bon voilà, j'ai terminé tous les essais. Ça m'aura pris un peu de temps quand même hein, pour tout mesurer là sur les deux fours. Ça m'a pris une grosse demi-journée. Hein, donc oui, c'est pour ça que je vous ai épargné tout ça. Là, j'ai compilé toutes les données et je vais vous présenter les résultats. Hein, ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. Donc les données brutes, ça n'a pas grand intérêt. Alors bon, là j'ai un premier fichier Excel qui concerne uniquement la petite carte, hein, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui fait environ une dizaine
dizaine de centimètres par 5. Hein. Donc ça c'est la petite carte. Alors j'ai fait un graphique que j'ai appelé dynamique. Donc bah là vous avez juste la température hein, qui a été mesurée en temps réel. En pâle, ici, vous avez la température d'air à l'intérieur du four, et en plus foncé, vous avez la température moyenne mesurée sur la carte. Hein. En orange, je vous ai mis le 2478, donc ça c'est le petit modèle, et en vert, le 2668, donc le gros modèle. Alors, qu'est-ce qu'il faut observer là-dessus? Bon, clairement, il n'y a pas une grosse différence, hein. Il y a rien de significatif. Bon, on voit que la courbe verte, quand même, monte un petit peu plus vite hein, que la courbe orange. Donc là, évidemment, les 500 watts de puissance supplémentaire du gros modèle font un petit peu la différence, mais bon, c'est pas énorme. Là, on pourrait se contenter du petit modèle. Alors, le petit, je l'aime bien, hein, parce qu'il est assez mignon, assez sympa. Il prend pas trop de place sur la paillasse, donc bon, j'aurais préféré utiliser le petit modèle. Mais bon, vous allez voir après, ça me paraît compliqué. Hein. Alors bon, on voit que ça monte tranquillement jusqu'à 250 degrés sans problème. Là, on arrive à peu près 277 secondes. Ça doit faire dans les 4 minutes et demie, quelque chose comme ça, pour monter à 250 degrés. Donc pour faire de la refusion, pas de problème. Hein, là, les deux font l'affaire sans souci. Hein. Alors, ici, on voit que la température d'air la décroche complètement par rapport à la température des cartes. Bon, c'est tout à fait normal, hein, puisque à ce moment-là, j'ouvre la porte hein, des fours. Donc, bien sûr, l'air devient beaucoup plus froid que la température des cartes, qui met un petit peu plus longtemps à redescendre. Hein. Alors, un truc aussi intéressant, donc je vous ai fait un autre graphique là que j'ai appelé homogénéité. Alors, celui-ci, qu'est-ce que ça signifie? En fait, donc toujours pareil, hein, en orange, vous avez le petit modèle, en vert, le grand modèle, et cette courbe représente l'écart de température maximum observé sur les cartes. Hein, donc ça permet vraiment de mesurer l'homogénéité. Alors, sur la petite carte là de 10 centimètres par 15, bon, que ce soit l'un ou l'autre, vous voyez, on dépasse pas les 20 degrés d'écart hein, en tout point de la carte, donc bon, ça c'est tout à fait correct. Hein. Alors là, encore une fois, après ici, bon, ça décroche complètement, mais j'ouvre la porte à partir de cet instant-là. Hein. Donc là, ce qui se passe après l'ouverture de la porte, bon, ça ne nous intéresse pas beaucoup, hein. Il faut surtout regarder les choses dans la première zone là, hein, qui se situe ici. Et bah voilà, hein, comme je viens de vous dire, on n'a pas, sur l'ensemble de la carte, il n'y a pas un point, enfin il n'y a pas plus de 20 degrés d'écart hein, entre tous les endroits de la carte. Donc bon, ça pour faire de la refusion, ça me paraît tout à fait correct. Donc si on n'avait que des petites cartes à faire de 10 centimètres par 5, on pourrait utiliser les deux modèles sans problème. Hein. Donc dans ce cas-là, évidemment, j'aurais une préférence pour le petit, puisqu'il fait un peu moins de bruit et aussi il prend moins de place. Hein. Ah oui, il fait moins de bruit. Alors, je sais pas si je vous ai dit, il me semble pas vous l'avoir dit encore. Évidemment, ces deux modèles-là, c'est une chaleur ventilée dedans. Hein. Il y a un ventilateur. Hein. Ça, je voulais absolument avoir des fours chaleur ventilée, justement pour avoir un maximum d'homogénéité sur nos cartes. Hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cet essai sur la petite carte de 10 par 15 les deux modèles font l'affaire, hein, donc on ferait que ça. Clairement, ma préférence irait vers le petit modèle. Hein. Alors maintenant, je vais vous ouvrir le deuxième fichier, celui-ci. Donc là, c'est l'essai sur les grandes cartes, hein, donc les grosses cartes là, hein, que je vous ai montré, format double Europe, là, un truc absolument énorme. Hein. Et là, bon, là, il y a clairement des différences. Hein. Alors, ce qui est bizarre, c'est que si vous regardez donc les températures intérieures de l'enceinte, hein, température de l'air, hein, ça c'est l'air du four, ça se suit vraiment de très près. Hein. Il y a quasiment pas de différence. Par contre, au niveau de la température moyenne des cartes, bon, là, clairement, il y a une différence absolument énorme. Hein. On voit que sur les grosses cartes double Europe, donc en orange, vous avez le 2478, le petit modèle, il a vraiment du mal à monter, quoi. On a une température d'air ici à 250 degrés à peu près, et avec l'inertie de la carte, ça fait que la température de carte dépasse pas, là, on est quasiment à 200 degrés, donc là c'est juste, hein, pour faire de la refusion, pardon, là c'est vraiment trop juste, ça passera pas. Hein. Là on voit bien que dans le gros modèle, hein, les 500 watts supplémentaires, là ça fait toute la différence. Hein. On arrive avec un pic de température d'air à 240 degrés, et vous voyez que la température de la carte est juste en dessous, quoi. Il y a vraiment une corrélation entre les deux, donc ça c'est... Voilà, là je crois qu'il n'y a pas photo sur ce test-là. Si on veut faire des cartes de grande dimension, type double Europe, bon, le petit modèle pourra pas fournir. Il pourra pas fournir, ça c'est clair, on sera obligé d'utiliser le grand. Hein.
Alors maintenant, homogénéité, donc toujours sur les grandes cartes double Europe, pas une différence énorme. Alors, encore une fois, là, ça décroche à partir d'ici, mais bon, ça, on va pas s'y intéresser à cette partie-là du graphique. Ça, voilà, à cet instant-là, j'ouvre la porte. Hein, donc, ce qui se passe après l'ouverture de la porte, on s'en fout complètement. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est avant, là. Et bon, là, que ce soit le petit ou le gros four, on a exactement la même chose et on a une différence maximum inférieure à 35 degrés. Hein, un petit peu plus de 30 degrés. Donc, bon, c'est juste, mais je pense que ça passe hein, pour faire de la refusion. Donc, même sur une grosse carte énorme, là, comme ça passe. Hein, on peut travailler avec ça, pas de problème. Alors, bon, il faut faire un choix. Personnellement, j'ai pas envie de me limiter à un format de carte. Hein. Bon, c'est pas tous les jours non plus que je fais de la carte double Europe, mais pourquoi pas, ça peut arriver. Donc, quand on voit ce graphique-là, je dirais que c'est le plus important. Hein. C'est vraiment celui qui montre de manière significative la différence entre le 24-78 et le 26-68 hein, dans tous les essais que j'ai faits. Et là, on voit que si on veut faire des cartes de grande dimension, voilà, clairement le petit modèle fera pas l'affaire, ça monte pas assez en température. Hein. Là, il y a un avantage vraiment très très clair pour le gros modèle. Donc, c'est dommage. J'aime bien le petit. Là, il était tout mignon. Il prenait pas de place sur ma paillasse. Il faisait pas de bruit, ça m'allait bien. Le ventilateur du gros est beaucoup plus bruyant. Ça prend plus de place. Bon, voilà. Maintenant, faut faire un choix. Je pense qu'on va être raisonnable, on va prendre le gros hein, qui nous permettra vraiment de faire tout type de cartes, du tout petit truc jusqu'au gros format double Europe. A priori, on aura pas de problème hein, avec le gros modèle. Voilà, donc le choix est fait. Hein, il fallait faire un premier choix. J'en ai fait un. On va rester sur le 26-68 là. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, ça y est, hein, on a déjà notre premier sujet de projet, ça c'est bien. Vous avez vu hein, pourquoi ça m'est vraiment indispensable, donc c'est pour ça que je veux me lancer là-dedans, hein, pour enfin avoir un four à fusion et pouvoir faire des cartes de qualité professionnelle. Alors on a vu qu'on a déjà un premier schéma fonctionnel hein, et qu'on va s'intéresser en premier là, au bloc ancien Tarfusion. Et pour ça, on va utiliser ce petit pépère, là, c'est le SEB OF 2668. On a déjà fait quelques essais, on n'a pas tout fait encore, hein, parce que pour l'instant, les essais que je vous ai montrés, là, ça nous a juste prouvé qu'avec ce four, on pourra faire de la refusion. Ça monte suffisamment vite en température et même sur des grosses cartes comme celle-ci, on a une homogénéité qui n'est pas si mal que ça, hein, puisque voilà, l'ensemble de la surface de la carte se tient à peu près dans les 30 degrés. Donc pour faire ce qu'on a à faire, ça devrait être bon. Hein. C'est dommage, j'aurais préféré utiliser le petit qui était plus sympa, là il prenait moins de place, mais bon. Faut être raisonnable. Hein. Si on a envie de ne pas être limité en dimension de carte, pouvoir faire des gros trucs comme ça, il faut prendre celui-ci. On va partir là-dessus. Alors, on n'a pas tout fait encore. Hein. On est loin d'avoir fini les essais. Les premiers essais qu'on a fait, là, hein, ça ne va pas tout nous dire. La prochaine fois, dans le prochain épisode consacré à ce projet, il faudra absolument qu'on refasse le même genre d'essai, mais en mettant ça en face à face avec un vrai profil de refusion, hein, pour voir vraiment ce que ça donne. Et puis une fois qu'on aura fait ça, on le dépiotera complètement. Hein, il faudra tout dépioter pour voir, il va bien falloir qu'on mette une carte électronique là-dedans, donc comment on pourra intégrer tout ça, on commencera à regarder ça. Il y aura d'autres choses à faire aussi, j'aurais voulu intégrer éventuellement un capteur là, pour détecter l'ouverture de porte. Alors éventuellement aussi, est-ce que ce sera pas un peu too much, c'est possible, je sais pas, peut-être avec un petit moteur ou un électroaidant, un truc pour nous ouvrir la porte automatiquement. Bon, ça, je suis pas certain qu'on fera ça, mais on verra. Si on peut l'intégrer facilement, peut-être qu'on le fera. On enlèvera ce panneau de commande aussi, là, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour voir si on peut faire un truc nous-mêmes qu'on va pouvoir venir intégrer. Et puis, il faudra aussi qualifier tous les éléments du four. Hein, c'est-à-dire qu'il faudra mesurer les résistances. Si on veut faire un contrôle de puissance là-dessus, il y aura certainement peut-être un peu de découpage ou avec un triac, je ne sais pas trop comment on va faire, on regardera ça, mais il faudra aussi connaître la valeur d'inductance des résistances, que ça doit être certainement ultra inductif, donc il faudra qu'on mesure ça. Il faudra faire pareil pour le ventilateur, la petite lampe qu'il y a à l'intérieur, voir comment on pourra intégrer le tout.
Donc on n'en a pas fini encore avec lui. Hein. La prochaine fois, enfin dans le prochain épisode consacré à ce projet, bah, c'est ce qu'on fera. Hein. On le dépiotera entièrement et on essaiera de regarder tout ça et d'en finir là, avec le premier bloc fonctionnel en synthérofusion. Hein. Une fois qu'on aura tout ça, là après enfin on pourra attaquer vraiment l'électronique, mesure de température, commande de puissance, etc. Oui bien sûr il faudra qu'on regarde aussi où est-ce qu'on peut intégrer des capteurs là-dedans hein, pour prendre la température. Ok, allez, je vous en dis pas plus pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois? La prochaine fois, je pense qu'on mettra le projet de côté. J'ai prévu de vous faire un cours sur la charge électromagnétique. Alors, si vous vous rappelez, à la fin du premier cours, je vous avais dit que faire de l'électronique, c'est déplacer des charges de manière contrôlée. Hein, donc, pour démarrer l'apprentissage de l'électronique, il faut déjà savoir évidemment ce que c'est qu'une charge. Hein, alors, on parle pas de charge, porter des caisses. Hein, non, là, on parle de charge électromagnétique. Donc, on commencera à voir un petit peu vraiment ce que c'est que la charge électromagnétique. Ok, en attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!